Normalement, j'ai très peu de diapos, mais surtout pour illustrer quelques éléments de contexte. La première qui... Alors, voilà, celle-ci, merci. La première qui représente un intérêt majeur au regard de tout ce que l'on vient d'entendre. Concernant l'investissement dans l'immobilier, il est évident que dans le secteur public, on a quand même cette particularité de disposer d'établissements, on va dire, historiques, pour être politiquement correct, pour certains assez anciens, pour l'être un petit peu moins. Et notamment, vous le retrouvez à travers les chiffres qui ont été mis en évidence par la CNSA en juillet de cette année, et dont je vous partage juste un extrait, mais qui vous permettent de voir de façon assez claire la proportion des établissements publics créés avant ou après 80. Alors évidemment, c'est des dates de création, mais on y retrouve forcément derrière une partie des dates de construction, puisqu'évidemment, tous les établissements, la majeure partie des établissements privés ont vu le jour après les années 90 et donc ne rencontrent pas forcément les mêmes problématiques en termes d'historique de vétusté, voire tout simplement au-delà de la vétusté de conception. Puisque, comme le disait tout à l'heure Madame Moser, il est aussi intéressant de voir l'évolution des conceptions et l'évolution même architecturale, et donc l'évolution des besoins architecturaux qui ont accompagné l'évolution des besoins des résidents. Donc parfois des établissements qui ne semblent en effet pas vétustes ou anciens au regard de leur date de construction le sont parfois très vite dépassés au regard des besoins et des nouveaux besoins, en tout cas des nouveaux profils des patients et des résidents à accueillir dans les EHPAD et dans les USLD, puisque j'en parlais tout à l'heure, et on rencontre les mêmes problématiques. Donc ça, c'est un élément de contexte et de spécificité, en tout cas du secteur public, qui rend parfois très prégnant justement cette nécessité de perspective et de prospective qu'on abordait également tout à l'heure avec Madame Billy, et pour lequel on souhaite particulièrement être en soutien, notamment aussi dans le cadre de la DMS. Alors, non, ça c'est le pointeur. C'est absolument illisible. Donc je vais... voilà, ça le mérite. On a au moins un constat partagé. Donc voilà, je passerai, vous retrouverez quelques éléments. C'est juste un extrait de toute façon de ces études de la CNSA. Les éléments utiles, bon, on l'a déjà abordé, mais ça mérite évidemment d'être rappelé. La nécessité d'accompagner l'évolution des besoins des résidents, la nécessité également en termes de qualité de vie au travail, et puis une réflexion que l'on a commencé aussi à mener sur la question des effectifs et de la corrélation en fait entre certains bâtiments avec des conceptions architecturales un peu anciennes et une certaine surconsommation d'effectifs en raison d'établissements plus pavillonnaires, plus distants, qui se rendent peut-être moins efficients, moins efficiente le ratio entre le nombre de personnel et le nombre de résidents. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel il est forcément nécessaire de travailler, pas uniquement en termes de diminution de personnel, mais en termes d'adaptabilité des établissements au regard des contraintes budgétaires de plus en plus importantes dans ceux-ci. Et puis, évidemment, l'attractivité de l'établissement, encore une fois, pas uniquement au regard uniquement de l'usager, du résident, mais l'attractivité au sens large en termes de confort. On parlait d'investissement, pas uniquement immobilier tout à l'heure, mais d'investissement également de qualité pour le résident, de qualité pour les professionnels qui y travaillent. On parlait notamment des rails de transfert ou d'autres éléments, ou même pour aller plus loin tout à l'heure dans la présentation précédente des questions de domotique. Tout ça nécessite également un coût d'adaptation des bâtiments et un coût d'investissement qu'il est nécessaire de prévoir. C'est encore le pointeur. Alors, juste avant de parler du point suivant, pour faire un lien étroit avec les sujets qu'on a abordés aussi au fil de la journée, tout cela a un coût. On a parlé évidemment des aides, des PAI, des CNR.
On sait quand même tous et tous, qu'une grande partie de cet investissement et de ce financement est également supporté par le résident dans le cadre du tarif hébergement et que ce reste à charge est également une vraie contrainte pour trouver un équilibre entre ce que l'on souhaiterait, ce que l'on pense utile, ce que l'on pense nécessaire, ce que les architectes pensent parfois nécessaire aussi, et puis la capacité de financement à la fois de l'établissement, mais au final aussi des résidents, des familles qui en supportent les coûts. Donc c'est un élément important et qui fait vraiment le lien avec la question de la réforme de la tarification et le point de vigilance que nous avons au titre de la FHF, à la fois sur la question du convergence du forfait de dépendance et du forfait soins que l'on abordait tout à l'heure, mais c'est là où l'enjeu autour du tarif hébergement est également fondamental. Et qu'il faut trouver cet équilibre en termes de tarification. Alors, je ne lancerai pas le débat parce qu'il est beaucoup trop tard pour le lancer sur la question de la déshabilitation et de l'habilitation à l'aide sociale, mais ça sera une première ouverture dans mes propos, puisque bien évidemment se pose, quand on est dans cette situation de reconstruction et de pression d'un établissement qui n'est pas forcément adapté aux résidents ni même aux normes, d'envisager ces solutions de déshabilitation partielle et qui représentent un véritable risque. Nous, c'est vraiment un point d'alerte et de vigilance, non pas un point de jugement, mais un point d'alerte et de vigilance. Il y a plusieurs interrogations quant à l'impact que représente cette déshabilitation partielle, au-delà de la bulle d'oxygène qu'elle apporte. L'ensemble des conséquences qui y sont attachées ne sont pas aujourd'hui suffisamment mesurées. On en a appelé d'ailleurs à la DGCS et à la CNSA pour qu'ils travaillent de façon plus précise et plus ordonnée en tout cas sur cette question. Et on avait par ailleurs posé la question de la possibilité ou pas du statut des PAI dans le cadre des établissements qui étaient en déshabilitation partielle à l'aide sociale. Donc voilà, tout ça doit justement s'interroger non pas uniquement sous l'angle immobilier, non pas sous l'angle uniquement financier, mais dans une perspective plus large et dans un contexte des établissements publics, évidemment avec une pression financière importante. Et puis, pour quand même ouvrir sur un certain nombre d'autres sujets, l'investissement, certes, et l'investissement immobilier, l'investissement en équipement, le point qui nous semblait essentiel à aborder pour terminer, avant de parler des innovations technologiques, c'est sûr qu'on parle de l'innovation numérique, on en a parlé tout à l'heure. Avant de parler des innovations technologiques et d'arriver à la maison de retraite de demain qui fait rêver, qu'on nous a présenté dans le film tout à l'heure, il y a aussi un intermédiaire et un point peut-être essentiel pour lesquels les établissements publics, mais les établissements médico-sociaux nécessitent vraiment à la fois un investissement et un soutien. C'est la raison pour laquelle on appelle de nos voeux la mise en place d'une réflexion, d'un plan. On a eu l'hôpital numérique, appelons de nos voeux aussi un plan médico-social numérique, puisqu'aujourd'hui, travailler ensemble, oui, coopérer, pourquoi pas, mais encore faut-il en avoir les outils, un interfaçage. Je ne vous ferai pas la liste à l'après-vert des dispositifs et que je me suis amusée à faire, mais que vous connaissez largement, de la multiplicité des plateformes et des agences nationales d'une part, de la multiplicité des systèmes d'information quand vous en avez, je dirais, la façon dont ils sont interfacés. Donc on avait listé entre Galad, API, Ancre, import CA, import EPRD, via trajectoire, enfin bon, voilà, je parle de ce que, bien évidemment, vous connaissez au quotidien, mais il y a un vrai défi pour les établissements médico-sociaux, c'est aussi cet investissement dans les systèmes d'information pour travailler entre eux, pour coopérer entre eux, pour travailler déjà bien au quotidien et pour pouvoir être en interfaçage également avec les autres acteurs du territoire. Et c'est un sujet qui est par ailleurs également travaillé dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire et pour lesquels il ne faut pas oublier les autres acteurs, dont les établissements médico-sociaux et en particulier les EHPAD autonomes qui ne doivent pas rester, je dirais, à la traîne de ce sujet. Donc c'était vraiment un point, à la fois un point de vigilance et puis un point d'appel sur lequel la FHF est particulièrement présente et notamment on a rencontré récemment l'ANAP sur ce sujet et c'est un sujet sur lequel on travaillera très prochainement, en tout cas très certainement dans les semaines et les mois à venir en lien avec l'ANAP.